part des formateurs de l'Union, de la suspension en tout cas de la mission de formation de l'Union européenne auprès de l'armée centrafricaine. Ça faisait 4 ans que ces instructeurs exerçaient auprès de l'armée centrafricaine avec des résultats pas vraiment connus. Du côté de l'Union européenne, on parle d'un peu plus de 1300 soldats centrafricains, d'un peu plus de 4300 soldats centrafricains qui auraient été formés, mais sauf que sur le terrain, en tentant de vérifier effectivement cette information, tout est quasi flou. On ne sait pas exactement qui a été formé ou alors où est-ce que ces derniers sont allés, ce qui pousse encore davantage à des interrogations quant à la présence de cette mission de formation sur le territoire de la République centrafricaine et quelques interrogations que j'ai d'ailleurs présentées très brièvement. Voilà, peut-on réellement parler de pression ou de pression, bien de coûts médiatiques quand on parle de cette suspension? Quels sont les résultats qu'on aurait pu avoir de façon palpable de cette mission à travers le pays où étaient d'ailleurs les formateurs de l'Union européenne quand la grande offensive des groupes rebelles sur Bangui a été lancée peu avant l'élection présidentielle? De nombreuses interrogations et nos invités sont installés. Je commence par ce plateau central. André-Christophe Fanga, vous êtes journaliste. Merci d'être là. Et on se demande effectivement où étaient, enfin, où sont même d'ailleurs les soldats qui auraient été formés. Bonsoir Guy Fondop. Bonsoir aux techniciens d'Afrique Média. Bonsoir à la galaxie panafricaine dans le monde. Alors, vous me posez la question de savoir où sont les soldats qui ont été formés. Parce que contrairement à la Russie, on sait exactement où, enfin, qui a été formé. On a vu les contingents qui ont été formés par la Russie aller au feu contre les groupes armés, d'ailleurs appuyés par leurs formateurs même, qui à la dernière minute, face à la déliquescence de la situation, ont décidé de s'impliquer et donc de combattre avec ces forces centrafricaines. Alors c'est à partir de ces observations que je pose la question. Où sont-ils? Avez-vous connaissance en tant que journaliste de leur présence ou alors de l'action de ces soldats qui auraient été formés par l'Union européenne? Je crois que si le président de la Russie, de la Centrafrique, s'est dirigé vers la Russie, c'est parce que justement, l'Union européenne et la France n'ont rien fait pour le pays qu'on appelle la Centrafrique. Je pense que vous avez 70 formateurs de l'Union européenne qui étaient sur place depuis 4 ans. Le pays était en guerre, ou bien a toujours été dans des difficultés sécuritaires, et que aucun FACA, personne n'a été formé pour justement combattre ces rebelles. Alors, on s'étonne qu'aujourd'hui, qu'on suspende ou bien qu'il y ait une déclaration, parce que c'est la déclaration qui m'est intéressante. Ils ne veulent pas s'associer aux formateurs russes pour que les exactions qui sont qu'on accuse, parce que c'est l'accusation, on est en train d'accuser les formateurs russes de commettre des exactions en RCA. Donc, ils ne veulent pas s'associer à ce groupe-là. Alors, il faudrait aussi d'ailleurs dire que la mission onusienne, elle-même dans le pays, est également accusée d'exactions. Mais voilà. Je ne veux pas entrer déjà dans le cas des exactions. Je veux juste que la raison qu'ils donnent... Bon, maintenant que vous dites que vous ne voulez pas vous associer aux formateurs russes, maintenant présentez-nous alors les soldats que vous avez formés en RCA. Ou bien les résultats de votre mission après 4 années. Parce que c'est ça le plus grand problème il faut en parler. Il faut qu'on dise, nous avons vu, en dehors des formateurs de l'Union européenne, nous avons vu plusieurs opérations installées à Bangui qui n'ont produit aucun résultat. Premier exemple, l'opération Sangaris. Vous pouvez me donner le résultat de l'opération Sangaris? Rien du tout. Est-ce qu'aujourd'hui, que ce soit la mission onusienne, que ce soit toutes les autres missions qui ont été installées
ou bien qui se sont installés à Bangui depuis au moins une dizaine d'années aujourd'hui. Vous pouvez me donner les résultats de ça? Aucun résultat. Donc, aujourd'hui, quand ces formateurs-là disent qu'ils rompent leur contrat ou bien qu'ils arrêtent, mais on veut d'abord voir même les soldats qu'ils ont formés. Moi, je n'ai jamais vu dans un reportage, vous êtes un brillant journaliste, M. Guy Fondop, vous avez plusieurs fois fait des tours à Bangui. Est-ce que vous avez déjà fait un reportage sur les formations, sur la formation des militaires centrafricains par les formateurs de l'Union européenne? Jamais. Je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais même entendu qu'il y a eu. Alors que, avec les formateurs russes, nous avons les résultats. Nous savons où ils sont formés. Nous savons la quantité de militaires qui sont formés. Nous savons ce qu'ils font. Nous voyons les actions au quotidien. Mais aujourd'hui, quand les formateurs de l'Union européenne viennent nous dire que non, ils ne peuvent pas s'associer, il ne faut pas qu'on les mélange avec les formateurs russes parce que non, ils n'ont produit aucun résultat. Et aujourd'hui, la Centrafrique, malgré les difficultés, malgré les rébellions, malgré les différents groupes rebelles, n'a jamais eu l'aide de l'Union européenne ni de la France. Donc, ça veut dire que c'est 70 formateurs plutôt. Ah, peut-être, posons-nous la question, ils formaient alors l'équipe. Parce que s'ils ne formaient pas l'armée centrafricaine, ça veut dire qu'ils formaient d'autres personnes. S'ils sont réellement des formateurs. Et vous savez qu'il y a une vidéo qui traverse dans les réseaux sociaux, un peu de partout dans les médias, où il y a un certain, c'est Henri Lévy, qui se présentait comme philosophe, qui se présente comme écrivain, qui se présente et tout, qui a fait plusieurs missions en Afrique et qui est le principal livreur des armes au groupe rebelle. Donc peut-être ces 70 formateurs de l'Union européenne formaient les rebelles. C'est ce qu'on peut conclure. Parce que vous ne pouvez pas organiser une rébellion sans formation. Et qui sont les formateurs? Et qui sont les livreurs d'armes? Parce qu'aujourd'hui, quand nous parlons, vous ne pouvez pas parler de formateurs alors que, de l'Union européenne, hein, alors qu'un pays comme la Centrafrique est sur embargo. Vous savez que la Centrafrique est sur embargo, non? Parfaitement. Et d'ailleurs, on en parle. On en parle, André-Christelle Fanga. Permettez que j'élargisse très rapidement. Bien sûr. Souleymane Hamza, vous êtes expert en questions sécuritaires. Je vous dis bonsoir. Merci de nous retrouver en multiplex. Bonsoir et bienvenue. Merci, M. Guy Fondor. Merci pour les panafricains de la galaxie patriotique. Merci au plateau. Merci de pouvoir échanger sur ce plateau pour la première fois d'ailleurs avec André-Christelle Fanga. C'est un honneur. Merci. Alors, la question directement, comment peut-on soutenir la restructuration d'une armée en disant apporter un appui au niveau de la formation et soutenir en même temps l'embargo pendant toutes ces années au Conseil de sécurité de l'ONU pour que la même armée, pour que les mêmes soldats qu'on est soi-disant en train de former ne puissent pas avoir d'équipement pour combattre. Alors finalement, que faisait l'Union européenne? C'est la question que nous posons. Vous qui êtes expert en questions sécuritaires, est-ce que vous pouvez aujourd'hui nous dire très clairement ce qu'elle faisait? Déjà, il faudra refaire un peu l'histoire, très brièvement, de manière très brève. Vous voyez, la Centrafrique était dans un chaos total. Le président Akan Touadéra, en prenant les rênes de la Centrafrique, avait déclaré qu'après l'audit de l'armement, on pouvait trouver 400 ou 500 et quelques Kalachnikov qui sont restés dans les poudrières, mais des armes complètement défaillantes. Alors, en prenant ses responsabilités, il était question pour lui de faire quoi? De réarmer le pays, de permettre aux soldats qui sont déjà sur le terrain et qui seront en réelle formation, avoir les moyens, n'est-ce pas, adéquats pour se faire bien former. Mais vous verrez que d'autre part, l'Union européenne, la France en tête, a mis un embargo sur les FAMA pour les empêcher normalement de recevoir ce type de formation. Et vous avez vu très rapidement que le ministre de la Défense centrafricaine remontait en Russie pour demander l'aide du président Vladimir de la Fédération de Russie, j'allais dire, ce qui lui a été accordé par le président Vladimir Poutine. Il s'est fait
que malgré l'embargo des armes sur la Centrafrique, la Russie a pu livrer les chars que vous voyez passer sur vos écrans et du matériel adéquat pour former le personnel. C'est-à-dire que la Russie même, elle s'est rendue compte qu'en réalité, la formation dont parlait l'Union européenne était du blabla. Il n'y avait rien de potable, n'est-ce pas, rien de concret qui se faisait. Et à raison, je vous renvoie aux images de, soi-disant, la formation par les éléments de l'Union européenne. Vous devez voir sur le net, il circule, n'est-ce pas, des éléments, on les appelait des éléments de FACA, mais en réalité, on savait que c'était des éléments de la brousse qu'on faisait passer pour des éléments de FACA, mais qui étaient entraînés sans armes, avec des bâtons, pas des éléments venus aussi bien des Nations Unies que des Français. Et cela s'est multiplié. La Russie a pris sur elle, comme elle le fait dans un autre pays à côté, la responsabilité d'équiper, n'est-ce pas, les forces centrafricaines. Mais rendez-vous compte de ceci. Très rapidement, la France est montée au créneau pour mettre un deuxième embargo, pour reconduire l'embargo. En disant, en proférant pour raison que les armes qui circulent en Centrafrique ne peuvent pas être manipulées par les soldats centrafricains. C'est-à-dire, c'est prendre l'armée centrafricaine pour des bouilloules. Et la Russie a compris tout de suite que l'Union européenne et la France étaient dans le mauvais jeu. Alors, elle a pris la responsabilité, malgré ce qu'ils ont appelé, eux, l'embargo, d'envoyer des armes. Mais pourquoi les armes n'ont pas été interceptées pendant qu'on parlait d'embargo? Ceci a permis aujourd'hui au FACA d'être sur pied et d'arriver à reconquérir presque la totalité du territoire. Mais je veux vous renvoyer sur ce qu'a dit mon prédécesseur, Christelle Fanga, et qui d'ailleurs est quelque chose d'assez pointu. Il faudra nécessairement s'interroger sur quelle était la mission des éléments des Nations Unies. Quelle était la mission et le bilan réel de la France et de l'Union européenne. Et nous, à notre niveau, nous panafricanistes, nous avons déjà fait le bilan de la Russie et des forces alliées, c'est-à-dire le Rwanda et tous ceux qui viennent en appui aux forces centrafricaines. Nous nous rendons compte qu'il n'y a pas match entre le moment où l'Union européenne tergiversait dans son embargo bidon et la réaction prompte et responsable de la Russie. Il y a un gros fossé. Aujourd'hui, l'armée centrafricaine est debout, elle est déterminée et elle ira jusqu'au bout. Merci à vous. Alors, Marie Potok Ramadan, vous êtes activiste centrafricaine, vous êtes en France, je vous retrouve, et avec cette autre interrogation, où était l'Union européenne quand le président Touadéra allait demander de l'aide à Moscou, tout simplement? Bonsoir, Monsieur Guy Fandong. Bonsoir à votre invité sur le plateau que je respecte beaucoup. C'est un honneur pour moi. Et bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Merci beaucoup. Vous avez un public formidable qui nous surligne et puis qui commente. Franchement, waouh, au tep, comme on dit. On se demande effectivement où était cette, je ne sais pas si on doit dire armée ou bien tous ces militaires européens, pour ne pas dire que français, hein, parce que c'est européen, aux côtés de la RCA. Moi, je me pose la question. Quand ça chauffait, quand on cassait à gauche, à droite, quand on tuait les gens, où se trouvaient ces gens-là? Même on se pose ces questions. C'est-à-dire, quand ils doivent arriver en France-Afrique, il y a un grand bruit qui est fait. Mais quand il s'agit effectivement d'établir le bilan pour nous dire, voilà ce qu'on a fait en une année, ils sont incapables. Je vous dis que quand la Russie est arrivée en RCA, on a su que des militaires russes arrivaient, ils ne faisaient pas trop de bruit. C'était peut-être 1 an ou 2 ans comme ça, ils étaient en train, je crois, de prendre des informations sur le terrain. Les gens étaient là pour dire, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils sont à Béréngo, ils foutent rien. Mais quand ça a chauffé en janvier 2021, c'est là qu'on a su que vraiment, Poutine nous avait envoyé des garçons.
parce qu'ils ont ratissé le terrain, ils ont nettoyé. Ça fait des années, des décennies que les militaires français sont en RCA. On n'a pas vu ce genre de choses. C'est-à-dire que la Russie ne blague pas. C'est une question de volonté. L'UTM a formé des gens depuis 4 ans, certes, mais moi-même, sud-africaine, j'ignorais que ces gens étaient formés avec des bâtons. Pour dire que vous, étrangers, vous, panafricains, vous êtes renseignés plus que nous, les Centrafricains, même que certains. Moi, j'ai su cela que l'année dernière, grâce à un conseil du président, un compatriote qui est sorti de ses gants pour dire je dois parler trop, c'est trop, nous avons assez détruit ce pays. Et à qui je rends hommage, M. Fidel Nwandika. Nous, ce t-shirt, le nouvel ordre centrafricain, c'est lui qui nous a quasiment tous informés que les militaires centrafricains étaient formés par l'UTM avec des bâtons et qu'il a lui-même assisté à cette formation. C'était ridicule. Et ça allait continuer ainsi durant des années, jusqu'à ce que lui et d'autres tapent du point pour dire, président Touadéra, ça ne peut continuer ainsi, alors que les rebelles sont lourdement armés et quasiment par les mêmes personnes, les mêmes formateurs. Donc moi, où était l'UTM pendant ce temps-là? L'UTM est en train de former les FACA avec des bâtons et en train d'armer les rebelles avec des vraies armes et des très, très lourdes armes. Voilà où ils étaient pour moi. Merci. Merci à vous. Alors aujourd'hui, on se demande finalement si vous, en tant que Centrafricaine, comment vous percevez cette annonce de l'Union européenne? Parce que de toute évidence, on n'avait pas de connaissance réelle de l'action, de l'engagement de ces formateurs-là sur le terrain. Et aujourd'hui, on lit notamment dans la presse occidentale, voilà, de grandes annonces autour de cette suspension de cette mission de formation. Et vous, en tant que Centrafricaine, quelle est votre perception? Ma perception, je ne sais pas si c'est suspension ou à la fois départ de la RCA. Moi, j'étais étonnée de lire qu'il n'y avait pas de contrat, je ne sais pas, signé ou d'accord réel entre eux et la RCA. Je dis, oh, comment ça se fait? Donc, j'ai aimé la sortie du conseil du président en matière de communication, hein, Monsieur Yaloké Albert, un homme qui est très calme, mais quand il sort, c'est du poids. Il a dit qu'il parte, il n'y a pas de problème. On parlera à ce vide en question. Donc, pour moi, est-ce que c'est suspension, est-ce que c'est départ? Pour moi, c'est, en fait, merci pour ce qu'ils ont fait. Il est temps qu'ils partent. Il est temps que ces militaires français-là, ces militaires européens-là, rentrent chez eux. Ils ont assez donné. Quand je vois les milliards qui ont été dépensés, je ne sais pas, en 4, je sais pas, 150 milliards ou quoi, mais c'est énorme. Voilà des fonds qui auraient pu aider à bâtir des routes, à bâtir des hôpitaux, à former peut-être même des élèves qui, depuis des années, ne vont pas à l'école normalement, parce que même s'il n'y a pas année blanche en tant que telle, depuis que le président Touadéra est là, mais l'école, ce n'est pas ça. Le niveau est tombé. Ça fait 20 ans que le niveau de l'école, c'est-à-dire le niveau scolaire, est à zéro. C'est-à-dire ils auraient pu prendre cet argent-là, investir dans la scolarité, dans les routes. Non, ça a plutôt servi à acheter les boîtes de conserve des militaires français, à acheter leurs bouteilles d'eau, à acheter tout ce qu'ils voulaient, et voilà. Donc, pour moi, leur départ, c'est-à-dire, nous le prenons bien, nous prenons acte de cela, mais qu'ils ne fassent pas comme au Mali, hein. C'est-à-dire on part que si Wagner est là. Quand pour eux, Wagner est là, il faut partir seulement, et puis c'est tout. Nous serons ravis de les accompagner à l'aéroport, même avec des balais. Pour moi, c'est oust, désolé, mais c'est comme ça. Donc, c'est que l'Union européenne aujourd'hui reconnaît très clairement qu'elle n'a pas les moyens de pouvoir affronter la Russie et qu'il faudrait, voilà, sauver l'image en partant, en évoquant un certain nombre de normes éthiques, que de rentrer en confrontation avec la Russie, qui, il est évident qu'elle est aujourd'hui lourdement et alors largement armée par rapport à l'Union européenne. Mais de quelle bonne image il parle déjà? Déjà, Sangaris a laissé une très mauvaise image. Et pour moi, qui dit l'Union européenne, ça nous fait toujours penser à l'armée française, hein, militaire français. Pour moi, c'est toujours Sangaris. Hein. C'est toujours des grandes annonces avec des grandes pompes pour effrayer les gens. Et vous voyez des Centrafricains, des étrangers en train de trembler. Ah, mais s'ils partent, qui va continuer à payer les salaires? Ah, mais s'ils partent là, qui va continuer à nous protéger? Qu'ils partent et puis c'est tout, il n'y a pas de bonne image. Ils refusent de s'associer aux militaires russes parce qu'ils sont en train de préparer des faux rapports, en train de préparer des fausses données pour dire qu'il y a eu viol en décembre, il y a eu viol en janvier, on était déjà parti, alors que non. Est-ce que réellement ils vont partir? Est-ce que réellement ils vont quitter le sol?
Parce que là, c'est au niveau militaire, mais je crois qu'au niveau conseil, au niveau autre chose, ils sont encore là. Donc, pour moi, il faut s'attendre vraiment à des coups bas de leur part. Tout est possible. Ils vont essayer de nuire à la Russie. Mais il faut qu'ils sachent que quand ils ont en face d'eux la Russie, c'est pas n'importe qui. On dit que Poutine, c'est garçon. Hein. Donc, pour moi, c'est un faux débat. Franchement, je ne sais pas quoi dire pour ne pas qu'on dise que j'ai abusé, que j'ai mal parlé. Bon, je ne suis pas diplomate, hein, je ne travaille pas pour le président Touadéra, je ne suis pas la présidence. Enfin, je suis ni ministre, ni de ses conseillères. Hein, donc, j'essaie de contrôler pour mon langage même. Hein. Merci. Et vous faites bien d'ailleurs de nous faire l'honneur de cette invitation. Restez en multiplex, on va évoluer dans le débat et on va tout à l'heure même examiner la mission onusienne en elle-même dans le pays. Voilà, le mandat a été renouvelé, on se demande aussi pourquoi, parce que jusqu'ici on n'a pas vu l'ONU briller particulièrement, même quand il y a eu la grande offensive sur Bangui, mais quelqu'un dirait qu'il faudrait toujours que les salaires soient payés massivement, que le budget tourne à fond et que l'argent ne rentre surtout jamais dans les caisses de la République centrafricaine, pour qu'effectivement les rapports continuent de tomber, que l'embargo soit maintenu et que le statu quo soit là. Bref, on examine tout cela dans quelques minutes. Mais le temps pour moi de vous retrouver une fois de plus, Souleymane Hamza. Je vous retrouve avec cette autre interrogation. Est-ce que réellement l'Union européenne pense que la Russie aurait du mal à trouver 70 instructeurs pour remplacer les 70 instructeurs européens, si on peut les qualifier ainsi, quand on sait que la Russie a déjà 1135 formateurs sur place dans le pays et qui n'ont pas peur de s'engager également dans des opérations de terrain quand cela s'impose? Excellente question de votre part. Il faut déjà s'interroger sur la capacité russe à mettre en échec les groupes terroristes et des armées qui financent le terrorisme, comme celle de la France, là. Vous voyez, prenons le bilan, comme je vous le disais tout à l'heure, le bilan de ce qui s'est passé ces 4 dernières années. La Russie envoie 1135 soldats formateurs pour former les FACA. De l'autre côté, faites le bilan de Sangaris, je parle en termes d'hommes. Vous prenez Sangaris, toutes les opérations bidons qu'ils ont montées là en RCA, vous faites le bilan, vous êtes à peu près autour de 7 à 8 000 hommes. Alors, si 7 à 8 000 hommes n'ont pas pu mettre sur pied une armée combattante qui peut véritablement lutter contre le terrorisme, et que ce n'est qu'une fraction, un seul bataillon russe qui vient mettre en ordre toute une armée, la recomposer, la mettre sur pied, lui donner les moyens de vaincre le terrorisme, mais je vous l'avais dit tantôt, il n'y a pas match. Là, ça veut dire qu'ils n'ont même pas ni la MONUSCO, je ne sais pas quel nom qu'ils ont là-bas, les Nations Unies et tout leur mandat qui s'arroge, et la France y compris, et l'Union européenne, ils n'ont plus leur place en RCA. Moi, je demanderais très volontiers au président Touadéra de faire un bilan, n'est-ce pas, rétrospectif de toutes les actions qui ont été menées, aussi bien du côté de la Russie que du côté de l'Union européenne, de le déposer sur la table des Nations Unies et de leur demander de vider les lieux. Quitte la RCA. La RCA veut la paix. On veut avoir un pays de paix où règne la sécurité, la sérénité, le bon vivre. Moi, j'ai bien envie d'aller en RCA, d'aller, n'est-ce pas, de Bangui jusqu'à, je ne sais pas, jusqu'au nord, en n'étant pas inquiété. Et c'est ce à quoi s'est attelé l'armée, les formateurs russes, qui parfois intervenaient, n'est-ce pas, de manière énergique pour monter aussi au Farca la détermination au combat. Parce qu'il ne suffit pas de former des hommes, hein. Il faut aussi leur donner la poigne à faire face à des opérations, soit-elles terroristes, soit-elles, je ne sais pas, un exemple de coup de force, etc., etc. Donc, la mise en condition opérationnelle des troupes fait partie aussi de la formation. Et c'est ce que les Russes ont apporté. Chutons pour dire ceci. Le président Touadéra, aujourd'hui, aux yeux de la galaxie patriotique panafricaine, est l'homme requis actuellement qu'il faut pour la Centrafrique. Il fait son job, il essaie de ramener la quiétude dans son pays et rien ne devait s'opposer à ça. Si des gens, un groupuscule, soit venant de l'Élysée ou je ne sais pas qui ont souvent des analyses bidons, n'est-ce pas, par rapport à sa politique, qu'ils s'en foutent franchement et éperdument et qu'ils fassent le job. Le dernier point,
pour terminer, c'est comment se font les missions qui viennent au Niger. Je peux vous décrire, parce que j'ai beaucoup d'amis là-bas, il s'avère que l'ONU a ramassé beaucoup d'argent. Alors, on profite, on ne sait pas comment s'en servir, les stocks sont là. Alors, on crée une petite guerre quelque part, on décide de renvoyer un contingent. On va dans les caisses des Nations Unies, on décaisse des milliards, des centaines de milliards pour faire, soi-disant, ramener la paix dans un pays. On se partage le butin au plus haut niveau, c'est-à-dire au niveau des Européens et des Nations Unies et tous les soldats qu'ils envoient. Et on omet, n'est-ce pas, le bon sens, au moins de donner une petite part, n'est-ce pas, à la nation en question. En Centrafrique aujourd'hui, qu'il nous fasse le bilan financier de ce qui est revenu à l'armée centrafricaine du point de vue armement, financier et du paquetage. Que dalle. C'est ce qui a même ramené le maréchal du Tchad. Vous vous souvenez, il a fait rapatrier près de 1000 à 2000 hommes en Djamena parce que les fonds qui étaient destinés au Tchad n'ont jamais été reversés. Alors, donc, il est question pour nous aujourd'hui d'avoir des dirigeants de la pointe de Touadéra, de Assimi Goïta et autres pour remettre l'Afrique sur pied. Franchement, je salue du haut de ma position tout ce qui se fait en Centrafrique et je prie Dieu pour que cela continue afin que toute la marmaille que nous avons, ONU, Sangaris et toute la poubelle là, puisse plier bagage. Finalement, on se demande quelle est la cohérence aujourd'hui, si réellement il existe une politique sécuritaire européenne pour la bande sahélo-saharienne ou encore pour un pays comme la République centrafricaine, parce qu'on a l'impression que ça manque énormément de cohérence. On voit par exemple la France au Mali, tantôt elle dit qu'elle ne part pas, tantôt elle dit qu'elle s'en va, après elle dit qu'elle ne partira pas. Elle ferme cependant des bases militaires, 3 déjà fermées au total et transférées à l'armée malienne. Alors on se demande finalement, est-ce qu'il y a aujourd'hui une cohérence dans cette... Est-ce que vous, en tant que journaliste, vous percevez finalement la cohérence qu'il pourrait y avoir dans une telle politique? L'Union européenne était d'abord conçue sur la base du mensonge. C'est l'organisation des États puissants. C'est incroyable qu'aujourd'hui, par exemple, un pays comme la France ait au Conseil un droit de veto au Conseil de un droit de vote au Conseil de sécurité par rapport à l'Allemagne qui est une puissance militaire économique, la première puissance économique de l'Europe. Donc vous voyez qu'il y a une incongruité. Alors qu'aujourd'hui, pourquoi? Parce qu'elle est bâtie sur des mensonges, sur des constructions qui n'ont rien à voir avec la réalité de ces États-là. Donc l'Union européenne lui-même s'est construite dans le mensonge et elle ne peut que produire des mensonges au-delà des endroits où elle se trouve. Parce que quand nous parlons des 70 formateurs de l'Union européenne en Centrafrique, quand même, soyons sérieux. Rien que le déploiement, et c'est vous qui l'avez dit, et c'est vérifié, le déploiement des formateurs russes, c'est près de 1500 formateurs. Donc plus de 1000. Mais l'Union européenne prouve que non, pour former les soldats en Centrafrique, il faut 70 formateurs. Pour un pays, pour un État. Est-ce qu'on est sérieux là? Parce que regardez les incongruités quand vous parlez du déphasage du discours. Le discours de je pars, je ne pars pas. Je forme, je ne forme pas. Mais comment est-ce possible, encore au XXIe siècle, où tous les réseaux, on est capable de tout voir, de tout entendre, de tout écouter, de tout filmer, où l'Union européenne vient former les gens. Et vous savez que c'est l'Union européenne avec la France, avec le concours de la France, qui maintient la Centrafrique sur embargo. Bon, vous allez former l'armée centrafricaine avec quoi? Pour utiliser quoi? Les bâtons. Hein? Pour utiliser les bâtons. Donc on va en guerre avec les bâtons. Et ils disent que c'est des formateurs. Et vraiment, excusez-nous. Soyons sérieux dans tout ce que nous faisons. Parce qu'on vient faire les discours aujourd'hui, nous faisant croire que non, on veut se désolidariser de l'action russe en Centrafrique. Parce que c'est ça la girouette, c'est ça la pirouette. Mais vous avez fait quoi? Quel est votre bilan? Parce que première des choses, si l'Union européenne avait des formateurs en Centrafrique, première des choses, c'était d'abord de lever l'embargo.
pour que la Centrafrique puisse importer des armes. C'est à partir des armes qu'on vous forme, qu'on forme une armée. Une armée, c'est quoi? Une armée, c'est les hommes et l'arme. Un homme, une arme. D'ailleurs, l'ancien président congolais, Joseph Kabila, disait qu'il n'y a pas de guerre sans logistique. Sans logistique. La guerre, c'est la logistique. Exactement. Donc, vous ne pouvez pas nous dire que vous êtes formateur et vous formez les gens avec les pilons. Pour aller tuer les cafards, les moustiques, ou bien pour aller tuer quoi? Alors que de l'autre côté, vous avez une armée, une rébellion extrêmement armée. Vous avez des chars de guerre, vous avez des hélicoptères. Vous savez que celui qui a fait atterrir Bozizé en Centrafrique, c'est un hélicoptère français sortant de l'Ouganda. Donc quand on parle des choses, quand on met de la logistique à une rébellion et que l'armée même conventionnelle, les FAMA, sont là affamés, ils sont là mal habillés, ils ne sont pas formés, et vous dites que non, on est venu former. Mais fichez-nous le camp avec ça. Dégagez. Nous, on ne veut plus de vous dans nos territoires. Parce que c'est le même mensonge que Emmanuel Macron nous dit, ok, venez nous expliquer le sentiment anti-français. Mais est-ce que c'est parce qu'il y a un sentiment anti-français? Non. On n'a pas de sentiment anti-français. On ne déteste pas les Français. Non. On n'a pas de problème avec les Français. Non. On a un problème avec la politique française, avec les politiciens français, avec ces gens-là qui nous trompent au quotidien. Quelqu'un ne peut pas vous dire qu'on est venu combattre le terrorisme. Mais jusqu'à présent, le terrorisme a plutôt quadruplé dans nos territoires. Comment la France peut être installée au Sahel avec 8000 hommes pendant 10 ans? Ils nous ont dit qu'ils viennent combattre le terrorisme, ils viennent au secours du Mali. Mais quand le Mali combattait seul avec l'armée du Tchad, vous vous rappelez, celui qui est aujourd'hui au Tchad, président du Conseil national de transition au Tchad, était celui qui conduisait les troupes tchadiennes justement au front. Quand ils ont libéré certains territoires au Mali, la France s'est interposée que l'on n'entrait plus là-bas. Donc quand on parle des choses, les gens nous prennent pour des idiots. Mais sachez que ça ne se fera plus jamais comme ça en Afrique. Que l'Union européenne porte ses 70 formateurs, on ne sait pas où ils ont formé, ou bien ils ont formé les guignolos. Il faut rappeler ça. Peut-être c'est les guignolos qu'ils formaient, peut-être c'est les Henri Lévy qu'ils formaient, peut-être c'est ces gens-là qu'ils formaient, peut-être c'est ces rebelles-là qu'ils formaient dans les brousses, et qu'on attendait justement où il devait avoir un homme qui a une haute pensée pour la Centrafrique, que non, c'est contre lui qu'on devait diriger ces hommes. La preuve en est, Guignolo était logé où? Guignolo était logé justement dans le trajet présidentiel. Donc, à quelques centimètres près, il devait dégager le président avec, vous connaissez le matériel qu'on a retrouvé chez lui, un touriste. Quand ce n'est pas touriste, c'est un journaliste. Quand ce n'est pas un journaliste, on ne sait pas, c'est un géographe, c'est un photographe, c'est un ceci. Voilà les habillages qu'on nous amène chez nous en Afrique. Après, on nous dit que non. Vraiment, nous, on ne veut pas, vraiment, comme la Russie est là, vraiment, il ne faut pas qu'on se mélange. Nous, on retire nos 70 formateurs. Ok. Vous avez retiré. Mais faites-nous le bilan. Vous avez formé combien de soldats? S'il n'y a pas de soldats formés, ça veut dire que vous êtes un menteur. Vous êtes des menteurs. Et aujourd'hui, nous constatons le mensonge. Il est clair et net. L'Union européenne n'a jamais formé de soldats en Centrafrique. Ils ont réuni quelques gars, ils ont fait des images, leur faisant croire que c'était de la formation, on leur donnait des bâtons, et voilà, après ça, plus rien du tout. On n'a plus jamais rien vu de la formation. Alors qu'actuellement, il y a des vidéos de la formation russe. Nous avons vu comment la Russie a accompagné les femmes dans les territoires, dans les contrées, les FACA, pardon. Les forces armées les femmes, c'est plutôt au Mali. Vous savez que tout ça se mélange. Donc, vous comprenez qu'on les a accompagnés jusqu'à un niveau où on a obtenu la victoire. Vous savez que ce que Bozizé avait déclenché en Centrafrique, là, c'était justement c'était pour détruire la Centrafrique. Heureusement que l'aviation russe, que les Français ont refusé, qui s'installent en Bangui, parce que c'est eux qui occupent la position de l'aéroport, à l'aéroport. C'est eux qui occupent de cette position-là. Ils ont refusé que l'aviation russe puisse atterrir là-bas. L'aviation russe a intervenu depuis, je crois, c'était le Soudan. Mais c'est quelle histoire ça? Vous vous êtes installés. Il y a le matériel français installé en Centrafrique. Il y a des soldats, il y a des généraux, il y a tout.
Mais la rébellion éclate. C'est comme s'ils ouvraient seulement le chemin à la rébellion, hein, à ces rebelles-là que voici la ligne de conduite. Heureusement, le président Touadéra avait déjà pris langue avec la Russie et aujourd'hui, on a des résultats que nous avons. Donc, que des gens ne nous prennent pas pour des cons, qui prennent leurs petits formateurs-là qui s'en vont avec, qui ne valent absolument rien, parce que s'ils valaient, la France n'a jamais gagné une guerre. Hein. Il faut rappeler ça aux gens, parce que historiquement, quand vous pensez, on parle de la France, on croit que c'est un grand pays. La France n'a jamais gagné une guerre. La France n'a jamais obtenu aucun résultat. Je dis bien, dans tous les domaines, sportifs, culturels, tout le reste, la France n'a jamais rien gagné. Rien. Rien gagné. Le seul Roland Garros qui est dans à l'Élysée, c'est un Camerounais qui l'a gagné, qui s'appelle Yannick Noah. Bon, allez alors gagner un Roland Garros, on voit. Quand vous regardez tous les trophées, dans une équipe, d'ailleurs, le candidat à l'élection présidentielle, M. Zemmour, a dit c'est incompréhensible qu'une équipe nationale comme celui de la France ait 8 Africains titulaires. Donc, à chaque fois que la France a gagné quelque chose, il y a 8 Africains qui ont contribué à la victoire de la France. La France est encore un grand pays parce qu'il a 14 États qui maintiennent dans sa girouette qu'on appelle le franc CFA. C'est pour ça qu'il peut parler fort au monde entier, parce qu'il a 14 États qu'il maintient dans son écarcelle. Donc quand nous parlons de la France, ce n'est pas un pays, c'est un petit pays. C'est un petit territoire, c'est un petit État qui ne vaut rien. Malchance pour eux, ils ont encore pris un garçonnet qu'ils ont mis à la tête de leur État. Un garçonnet qui ne sait pas ce qu'on appelle la diplomatie. Un garçonnet qui ne sait pas ce qu'on appelle les relations internationales. Quand un garçon qui ne sait pas, pour qu'un chef d'État prononce une parole, il faut de la retenue. Dès qu'il y a un problème, il sort en déclaration. Il dit non, on quitte le Mali. Mais c'est Florence Parly qui vient lui rappeler que, mais, mon cher ami, si on quitte le Mali, on est mort. Hein? On n'aura plus rien. Donc aujourd'hui, il faut que nous les Africains, nous nous ressaisissons. Nous prenons notre destin en main et c'est ce qui est en train de se passer. Parce que quand nous faisons le bilan de ces 70 formateurs de l'Union européenne, vraiment, le bilan est extrêmement mauvais. Je ne sais même pas si ça a existé. La seule fois que j'ai vu la vidéo des formations, c'était quand ils formaient les gens et on a vu des bâtons entre les mains des soldats centrafricains. Et quelques soldats. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas voir, on ne peut pas accepter ce petit chantage-là. Plus grave, d'ailleurs vous avez dit qu'on va en parler. Vous avez une mission de l'ONU qui est là, en Centrafrique, que le budget augmente tous les jours. Les choses, l'armement augmente, mais on refuse, on continue à refuser à la Centrafrique elle-même d'importer ses armes. Oh, vraiment, si Poutine n'avait pas existé, il fallait le créer. Parce que si un seul instant, la Russie n'existait pas, aujourd'hui, la Centrafrique serait en lambeaux. La Centrafrique serait éparpillée en 1000 morceaux. Parce que c'était son objectif. Et c'est ça l'objectif de tous, de la France et de l'Union européenne. C'est de mettre en 1000 morceaux nos différents États. En fait, c'est la stratégie de la censure. La France est un pays sensu, qui ne vit que sur le dos des autres, qui suce le sang des autres. Donc, quand le sang coule, le sang des Africains coule, au Mali, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, en Centrafrique, quand le sang de ces Africains-là coule, c'est là où la France se nourrit, c'est là où elle peut vivre. Donc, elle ne vit que de guerre, elle ne vit que de terrorisme, elle ne vit que de rébellion. Parce que ça permet les pillages, ça permet les convois. La preuve en est, depuis qu'ils ont créé toutes ces rébellions-là, que ce soit au Mali et un peu de partout, quand vous regardez, aujourd'hui, la France est devenue quatrième puissance, quatrième réserve d'or mondiale. Ils ont pris l'or. Aucun territoire français n'a de l'or. Citez-moi, vous qui êtes même en France, là, vous de la diaspora, là, faites un peu les études, vous nous démontrez, vous nous montrez une seule image où on creuse l'or dans un territoire français. Mais elle est la quatrième réserve d'or au monde. Donc vous comprenez qu'elle a quelque part où elle prend de l'or. Et elle ne peut que prendre cet or-là au travers de cette crise qu'elle crée un peu de partout. C'est terrorisme. Comment vous pouvez nous expliquer qu'au Mali, vous avez dit que vous êtes venu combattre le terrorisme. Les terroristes n'avaient qu'un seul petit territoire. Mais les terroristes ont
gagnait beaucoup plus d'espace qu'avant que vous n'ayez arrivé. Alors là, ça veut dire qu'en réalité, c'est vous le vrai terroriste. Merci à vous. Alors, j'aurais une question. Je ne sais pas exactement à qui est-ce que je vais l'adresser. C'est une question en réalité qui vient d'un téléspectateur, mais je pense que je vais vous la poser directement. D'abord à la dame, Marie Potok Ramadan. Alors, quelqu'un se demande pourquoi ne pas aujourd'hui envisager, par exemple, de taxer les transferts de fonds liés à ces opérations de maintien de la paix ou alors à ces missions même de formation, quand on voit qu'il y a un peu plus d'1 milliard de dollars américains qui constitue ici le budget de cette MINUSCA, alors que si on regarde le budget même de la République centrafricaine, cela n'a rien à voir, on est à des années-lumière. Alors, finalement, quel profit? Notre téléspectateur s'interroge, ne faut-il pas penser ici à taxer même les transferts de fonds liés à ces opérations-là avec une taxe spéciale au moins pour être capable voilà, d'avoir une certaine utilité même de ces présences? Vous, qu'en pensez-vous? Ben, c'est une question qui est fondée, hein, même si je n'ai pas totalement la réponse. Hein. Moi, c'est tout à fait normal. Hein. Il faudrait qu'on pense, qu'on ose. C'est vrai qu'on n'ose pas beaucoup sur certains plans en matière de finances. Hein. On dit qu'on dépend trop de l'Union européenne, trop de la France. Si on taxe par-ci, on taxe par-là, et que ces gens décident de se retirer, qu'est-ce que l'on va devenir? Donc, moi, cette question-là, je n'ai peut-être pas la réponse, peut-être M. Souleymane, mais je la renvoie à l'ancien ministre des Finances, M. Henri-Marie Dondraye, à l'actuel ministre des Finances, M. Hervé Doba, et j'espère qu'ils nous suivent et qu'on aura la réponse. Mais en tout cas, c'est une bonne idée, c'est quelque chose à envisager, peut-être qu'il devra passer par l'Assemblée nationale. Mais oui, il ne faut pas se laisser distraire par ces grandes, soi-disant, puissances. Oui. Pour moi, c'est une bonne idée, même si je n'ai pas toute la réponse, mais oui, pourquoi pas. Merci. Avant de poursuivre, là nous sommes déjà en deuxième partie de l'émission. Avant de poursuivre, je vais vous proposer ce récit qui présente cette nouvelle mission des Nations Unies en République centrafricaine. Rappelez que le mandat a été renouvelé donc, de la présence onusienne dans le pays. L'ONU s'en vante d'ailleurs et tente de fédérer ou alors d'expliquer le bien fondé de cette nouvelle mission, du renouvellement donc, de sa mission auprès notamment des acteurs de la société civile. Je vous propose ce récit et nous revenons derrière pour tenter de comprendre également l'utilité d'une telle mission. La base logistique de la MINUSCA a servi de cadre pour une session d'échange sur le mandat de la MINUSCA, renouvelé le 15 novembre 2021 pour une année par le Conseil de sécurité des Nations Unies. La représentante spéciale adjointe du secrétaire général des Nations Unies, Lisbeth Kuluti, a accueilli en présence des différentes composantes de la MINUSCA les représentants des organisations de la société civile, de la jeunesse et de plateformes de confessions religieuses afin d'échanger sur les tâches prioritaires de la mission, leur mise en œuvre et les impacts attendus. Ce nouveau mandat se place sous le signe de dialogue et de la coopération renforcée avec le gouvernement aux fins de relever ensemble les défis actuels. Il s'agit d'une responsabilité partagée qui implique la contribution de toutes et de tous. Le gouvernement en premier lieu, les groupes armés, les pays de la sous-région, la communauté internationale, sans oublier les acteurs sur le terrain. D'où cette première rencontre organisée avec vous pour vous écouter. Quelles sont vos attentes, vos recommandations à l'égard de la mission, mais également comment envisagez-vous d'accompagner la mise en œuvre de ce mandat de manière à ancrer définitivement votre beau pays sur le chemin d'une paix pérenne? Au-delà de la protection des civils qui demeure la priorité du mandat de la mission, l'on compte parmi les tâches essentielles de la mission les bons offices, l'appui à l'acheminement de l'aide humanitaire, tout en contribuant à atténuer les conséquences de la pandémie de Covid-19 ainsi que de la protection des biens et du personnel des Nations Unies. On note également les autres tâches assignées portant sur la promotion
et la protection des droits humains, l'appui à l'extension de l'autorité de l'État, au déploiement des forces de sécurité et au maintien de l'intégrité territoriale. Les participants ont pour leur part exprimé leurs attentes et émis des recommandations pour une meilleure mise en œuvre du mandat. J'apprécie également ces échanges. Ça nous a permis de dire à nos partenaires de la MINUSCA ce qui s'est fait avant et qui ne nous a pas satisfait totalement. Ce qu'il faut savoir, c'est que la MINUSCA est en appui à la République centrafricaine et la responsabilité régalienne revient à l'État. Donc il faut savoir faire la part des choses. Et donc, nous cherchons ensemble une solution à ce problème. Nous osons espérer qu'effectivement, vu l'importance du contenu de ce mandat, de cette résolution, de ce que nous avons prié aux responsables de la MINUSCA, de tout faire pour mettre en application cette résolution-là qui pourra donner un début d'espoir que d'ici 2022, la paix tant souhaitée, la sécurité tant espérée puisse se pointer à l'horizon sur toute l'étendue de la République centrafricaine. Le mandat englobe également les questions de genre et de protection de l'enfance. Parmi les nouvelles activités introduites, on note le soutien aux autorités centrafricaines dans la mise en œuvre et le suivi du cessez-le-feu déclaré par le chef de l'État le 15 octobre 2021, ainsi que l'organisation du dialogue républicain. Ces sessions d'échange ont également été tenues avec les autorités nationales et la presse. Voilà, retour sur ce plateau et très rapidement, Souleymane, on a suivi l'élément et il y a quand même quelques interrogations quant à ces missions onusiennes dans le pays qui ont été précisées par les envoyés sur place. Alors, on se pose la question, comment est-ce que l'ONU peut dire être en République centrafricaine pour protéger les populations civiles alors que ces populations civiles ont manifesté massivement contre le renouvellement de son mandat? Il faut déjà demander aux autorités centrafricaines de vraiment prendre leurs responsabilités. Prendre leurs responsabilités passe par quoi? Faire un bilan, comme l'a dit aussi bien mes panélistes que moi, de la mission des Nations Unies, n'est-ce pas? Depuis qu'ils ont mis pied sur le sol centrafricain, qu'est-ce qui a été fait en termes de formation, en termes d'appui, en termes logistiques et du côté financier? Il n'y a rien du tout, que dalle, on ne voit rien. Le peuple centrafricain, il est tout à fait normal qu'ils vont dans les rues réclamer le départ des forces de l'ONU. Mieux, on renforce, n'est-ce pas, le dispositif des forces de l'ONU. Je vous ai expliqué préalablement qu'une force de l'ONU, c'est une censure, n'est-ce pas? Il y a des fonds qui sont reversés au niveau des Nations Unies par les États. Il y en a tellement qu'on ne sait pas quoi faire. Et dès qu'il y a une guerre qui se crée quelque part, on demande rapidement à envoyer une force d'interposition. Souvenez-vous, feu Nkurunziza. Mais quand il y avait eu des embrouilles au niveau du Burundi, mais le président Nkurunziza a pris sur lui, n'est-ce pas, l'autorité présidentielle de refuter, mais à tout point de vue, à tout égard, n'est-ce pas, l'arrivée des forces onusiennes. Tout ce que vous voyez là sur les écrans, là, ils protègent le gaïpin. Ce n'est pas des gens qui sont venus regarder déjà à quoi ils ressemblent. Ce n'est pas des gens comme ça qui viennent défendre, n'est-ce pas, les Nations Unies. Vous croyez que cette dame-là qui est en train de parler là, si au petit coup de feu, elle est dans le premier avion, elle a rejoint l'Europe, et elle nous laisse face à nos difficultés. Je voudrais, n'est-ce pas, sans occulter votre question, mais rebondir sur la dernière question avant que vous ne passiez à celle-ci. Mais il est tout à fait normal que l'État centrafricain me réclame, n'est-ce pas, un pourcentage par rapport à la transaction. Vous allez dans un bureau, vous faites un Western Union, on vous réclame des sous.
on perçoit des taxes sur ce que vous recevez. Vous êtes dans un hôpital, vous soignez, vous payez des taxes. Eux, à leur niveau, ils créent même des taxes carbone pour les avions. Et pourtant, nos avions ne polluent pas le ciel. On n'en a déjà pas beaucoup. Alors, nous payons. Quand vous prenez la taxe sur l'environnement, l'Afrique paye, malgré que le Congo à côté est le grand réservoir, n'est-ce pas, qui dépollue, n'est-ce pas, l'atmosphère mondiale en dehors de l'Amazonie. Alors, il va falloir que les autorités centrafricaines, comme l'a dit notre puissent prendre, n'est-ce pas, réfléchir à voir quelles sont les actions qu'il faut mener, n'est-ce pas, pour taxer un certain nombre de choses. Figurez-vous, l'eau qui est bu par les éléments des Nations Unies n'est acheté dans aucune succursale africaine. C'est évident, je ne sais pas je ne veux pas le faire de publicité, mais c'est de l'eau qui ne vient pas des avions. La nourriture, ce n'est pas la nourriture cultivée dans le sol centrafricain. Ça vient d'ailleurs. La douane centrafricaine doit censurer ça et ils doivent payer des taxes. Ils ne sont pas là pour nous aider. Ils sont là pour nous piller. Et mieux, que revient-il à l'État centrafricain du point de vue du pactage militaire, du point de vue des primes qui sont versées à ceux-là qui se battent sur le terrain? Aux côtés, n'est-ce pas, de eux, leurs forces onusiennes, etc., etc. Il va falloir qu'on réfléchisse sérieusement, que nos financiers, ceux qui sont experts en finance et en économie, puissent s'asseoir et dire, bon voilà, le moment est venu quand même que tout ce qui vient de là-bas ne traverse pas nos ports, nos frontières et rentre impunément. Pendant que, je ne vais pas vous dire, le pote rose, c'est que en plus de tout ça, les bagages sont des bagages de porteurs d'armes et de munitions. Tous les conteneurs que vous voyez là, on met dessus, oui, paquetage, nourriture pour les Nations Unies, on sait ce qu'il y a en dessous. Vous souvenez-vous, il y avait un contingent, n'est-ce pas, qui est parti, je crois, c'était du Soudan, qui traversait, qui venait à Chubangui, et à hauteur d'une ville là, les douanes ont cherché à savoir qu'est-ce qu'il y avait dans le bateau. Ils ont garé, l'ONU a garé le convoi et a refusé d'obéir. Mais on est où là? On est chez nous, on est en Centrafrique, les terres là-bas sont les nôtres. Nous décidons de ce qui se passe chez nous. Et si nous vous invitons pour lui donner un coup de main, vous n'êtes pas maître de ma maison quand je vous demande de venir m'aider à éteindre le feu chez moi. Ce n'est pas à vous de me dire là où je place mon matelas ou mon téléviseur. Je vous indique ce qu'il y a à faire. Vous me portez un coup de main si vous pouvez. Si vous ne pouvez pas, vous ramassez vos bagages et vous dégagez. Alors, les autorités centrafricaines doivent taxer tout ce qui rentre par l'intermédiaire de ces missions bidons et de trois rester fermes dans leur position. La France doit dégager. Les FAMA doivent prendre leurs responsabilités. Et le peuple en premier, parce que le peuple ne doit pas s'arrêter de manifester tous les jours. Vous savez, quand on manifeste tous les jours, les chancelleries occidentales ne dorment pas. Parce que tout le monde en parle. Ce qui se passe au Mali, là, c'est une révolution au-delà de ce qu'on peut penser. Marchez tous les jours, allez dormir, même s'il le faut, devant l'ambassade de France, pour faire fermer toutes ces bêtises-là. La révolution, elle est d'abord africaine. Elle est faite par nous. Elle sera conduite par nos chefs d'État que nous choisirons et qui seront désormais des panafricains et on ira jusqu'au bout. Désormais, on est jusqu'au boutiste. Merci à vous. Voilà, merci à vous. Alors, je vous retrouve très rapidement, Marie Potok, Ramadan. Alors, on observe les missions réclamées en tout cas de l'ONU. On voit que quelque part, il y a l'appui justement à la restauration de l'intégrité du territoire, au contrôle des forces armées centrafricaines. Et là, on se demande là si effectivement, vous en tant que centrafricaine, comment recevez-vous un tel langage quand on voit combien de fois ces forces onusiennes se sont repliées sur le terrain, exposant parfois les FACA ou alors exposant même les populations civiles à de nombreuses tueries. Et comment comprendre aujourd'hui que l'on en soit à tenter de convaincre encore les Centrafricains que l'ONU effectivement est là pour ça? Comme le disait tout à l'heure M. Fitel Fanga,
la France se nourrit, même les forces unisiennes se nourrissent du sang du peuple. Tout le monde sait que les Nations Unies, s'il y a trouble, c'est là que ces États-là s'enrichissent. Plus nous sommes tués en RCA, plus leur mission est prolongée, même contre notre propre gré. Beaucoup sont en train d'écrire ici, parce que je lis un peu les commentaires, d'où le moment où je tombe ma tête comme ça. Pourquoi vous avez accepté que la MINUSCA soit renouvelée? C'est-à-dire qu'on l'ait voulu ou pas, la MINUSCA allait être renouvelée. Voilà des gens qui trouvent qu'on n'est pas encore prêt c'est-à-dire que la FACA n'est pas encore prête à gérer le pays, à sécuriser le pays, mais qui quand même trouvent je ne sais pas si c'est le malin plaisir ou trouve quand même du plaisir à nous faire chanter en disant qu'on se retire. Vous voyez un enfant qui est en train de marcher à quatre pattes, qui se lève, qui tombe, qui se lève, qui tombe, pour dire bon, je m'en vais, c'est bon, il est prêt à se débrouiller. Non, s'ils se disent que nous ne sommes pas encore prêts, dans ce cas, ils ont fait quoi en 4 ans pour que nous ne soyons toujours pas prêts? Les Centrafricains sont tués dans les 4 coins du monde avec le concours de la MINUSCA, avec le concours de militaires de l'Union européenne. Ils se payent sur le dos des Centrafricains comment? L'histoire du diamant de sang là continue. Ils sont les seuls à pouvoir se rendre dans le nord, récupérer les diamants, récupérer l'or, récupérer tout ce qui est riche en sous-sol pour pouvoir le ramener ça dans leur propre pays. Donc, plus il y a la guerre, plus il y a le sang qui coule et plus pour eux, leur mission est prolongée. Mais il y a quand même la population qui a quand même à voir que non, ils sont en train de nous piller. Sauf qu'il n'y a pas le téléphone sur tous les territoires. Il n'y a pas Internet sur tous les territoires comme on peut voir en Afrique de l'Ouest ou bien au Cameroun. Ils sont en train de piller, par exemple, je ne sais pas, à Ndélé ou bien à Biraou, là où il y a de l'or et du diamant. Qui peut appeler Bangui pour dire qu'ils sont en train de creuser, de piller, de faire ci, de faire ça? Même s'il y a une photo qui sort, ils vont dire que c'est une fausse photo, que c'est une photo peut-être qui vient d'un autre pays, ou du Mali, ou du Burkina, que ce n'est pas en RCA. Il y a des gens qui voient et qui en ont eu marre en plus de 50 ans de tous ces vols-là. Donc cette MINUSCA-là, cette mission européenne n'a plus sa place parce que d'autres ont tellement vu, d'autres, grâce à Android aujourd'hui, ont pu filmer pour dire ils sont en train de nous piller, en train de nous voler en nous voulant qu'ils dégagent. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, on en a marre de tout ça. Et le plus ils volent, plus ils s'enrichissent et tout ce qui est fait comme travaux par rapport à l'arrivée de la fibre optique est détruit. Je vous assure que tous les travaux, chaque année ou à chaque fois, sont détruits. Et pour moi, c'est par ces gens-là. Même tout ce qui est eau, tout ce qui est même niveau, je sais pas, électricité, tous les travaux sont détruits par eux. Ils payent des Centrafricains eux-mêmes qui vont la nuit saboter tout ce qui est panneaux solaires, saboter tout ce qui est arrivé de la fibre optique. Ça fait plus de, je sais pas, de 20 ans que cela a été mis en marche et n'arrive jamais à aboutir. Jamais. Nous sommes là, nous parlons. Les gens en RCA n'arrivent pas à avoir Internet. Même pour avoir 2 gigas, je ne sais pas si c'est 20 000 francs CFA, c'est-à-dire 30 €. Mais on se fout de qui? Ils paient des gens, des Africains corrompus, ça qui ont faim, mais qui font le sale boulot pour eux. Mais ce que j'ai du mal à comprendre, c'est qu'en France, on meurt rarement de faim. Mais il y a quand même des compatriotes centrafricains, désolé de le dire, mais qui sont vraiment des pourritures, hein, parce que j'ai mal, qui sont aussi payés par ces hommes politiques à saboter par des vidéos le travail qui est fait par le gouvernement centrafricain. Vous voyez, ceux qui ont faim sabotent, ceux qui n'ont pas faim aussi sabotent. C'est une question de mentalité aussi. Les gens n'ont pas la rage, la hargne que nous voyons au Mali et un peu ailleurs. On dit oui, vous n'êtes pas puissants, vous n'êtes pas forts comme les Maliens, comme les Burkinabés. Nous ne sommes que 5 millions apparemment. Nous ne sommes pas beaucoup. Les Maliens sont apparemment 25 millions, les Ivoiriens. Vous êtes 5 fois plus nombreux que nous. Et compassion et pitié, veuillez compléter le nombre. Descendez à Bangui, venez nous aider à faire des marches. On n'est pas nombreux. Et le peu qu'il y a est corrompu. Et ceux qui font le vrai boulot, ils sont un peu inconnus. On essaie de sortir, grâce à Afrique Média, depuis 2 mois, je suis mis en avant, on essaie de parler. Mais qui sont les compatriotes africains qui essaient de parler de cette vidéo, de m'encourager? La plupart de ceux que je lis ici en commentaire, ce sont mes frères panafricains.
Ceux que je connais qui ont battu campagne pour le président Faustin Archange Touadéra, il n'y en a même pas 2 ou 3 qui partagent mes interventions. Pourquoi? Les gens qui font le vrai boulot, on veut les masquer. Ceux qui font le sale boulot, pour les opposants, les diablotins, ils sont mis en avant. Tout est question de mentalité. Nous devons sortir de ça. Merci. Merci à vous. On va rapidement aller au standard à présent, donner la parole aux téléspectateurs de la télévision panafricaine. Vous nous retrouvez et vous commentez ce soir particulièrement l'annonce qui a été faite par l'Union européenne de la suspension de sa mission de formation en RCA. Quelle réaction, quels commentaires? Nous avons longuement, avec nos invités plateau, exploré le sujet. Maintenant, nous vous écoutons. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, mon cher ami Guy Kodop. Bonsoir. Amandé depuis les États-Unis. Je voudrais remercier vos invités et tous les spectateurs et tous les auditeurs et les téléspectateurs. Alors, que faisaient les 70 formateurs de l'Union européenne en RCA? Mais pour moi, la réponse est très simple. Hein. Si ces formateurs étaient vraiment utiles, intéressants pour la RCA, on ne verrait pas les FACA s'entraîner avec des bâtons au lieu de s'entraîner dans des conditions réelles, n'est-ce pas? Alors, si ces formateurs étaient aussi vraiment utiles à la RCA, leur départ va forcément provoquer, comment je vais dire ça, une certaine dépendance ou bien une descente aux enfers des FACA. Donc, ça veut dire que le temps nous le dira. Si ces formateurs quittent la RCA et que subitement, dans quelques mois, dans quelques semaines, on voit que les FACA commencent par avoir des difficultés à poursuivre leur montée en puissance, on saura vraiment que ces formateurs-là étaient utiles parce qu'on dit le vrai bonheur, on ne l'apprécie que lorsqu'on l'a perdu. Donc, si ces formateurs quittent la RCA et que malgré ça, on remarque que les FACA continuent leur progrès, ça veut dire qu'ils étaient à la RCA en mode inutile. Ensuite, par rapport à la question que vous avez lue d'un auditeur, soit disant qu'il faut taxer ces différentes transactions que la MINUSCA et autres faisaient en RCA. Bon, pour moi, je pense qu'il faut être sérieux. On ne peut pas taxer cette transaction parce que les missions de l'ONU, notamment dans ce cas-là, la MINUSCA, ces missions-là sont sujettes à ce qu'on appelle, comment je dis ça, les lois diplomatiques. C'est-à-dire, quand vous avez une mission diplomatique dans votre pays, ces missions-là bénéficient d'un certain nombre d'avantages. Donc, par conséquent, étant donné que c'est vous qui avez appelé la mission dans votre pays, vous ne pouvez pas taxer les transactions que cette mission-là fait dans votre pays. On ne peut pas le faire. Ensuite, on a dit pourquoi est-ce que les gens ne comprennent pas pourquoi est-ce que la SCA, notamment le professeur Touadéra, a renouvelé la mission de la MINUSCA en RCA. Il faut savoir que cette mission a été renouvelée par la SCA avec l'appui du Conseil de la Russie. C'est la Russie qui a conseillé au professeur Touadéra d'accepter le renouvellement parce qu'actuellement, il faut savoir que la MINUSCA est neutralisée en RCA. Ce que la MINUSCA faisait, c'est quoi? Le coup de main que la MINUSCA donnait aux rebelles pour déstabiliser la RCA, au jour d'aujourd'hui, cette mission ne peut plus le faire parce que tous les regards sont maintenant sur la MINUSCA. Les zones que la MINUSCA contrôle aujourd'hui, si on observe encore des mouvements de rebelles dans ces zones-là, on saura effectivement que c'est la zone contrôlée par la MINUSCA qui est déstabilisée. Et avant, la MINUSCA pouvait le faire, mais les FACA ne peuvent rien faire. Mais au lieu d'aujourd'hui, avec l'appui de la Russie et autres, si cet appui de la Russie et les FACA contrôlent déjà une zone et que cette zone est pacifiée, si on connaît aussi les poches des rebelles dans les autres zones, ça veut dire qu'on saura que la MINUSCA n'est pas en train de faire son travail. Donc actuellement, il faut savoir que l'action de la MINUSCA est totalement neutralisée par la présence des Russes, la présence des Rwandais et autres. Et pour finir, on a dit que, comment je dis ça, on a dit, je pense que il y a tout abordé. Donc, en tout cas, c'est ça, moi, mon point de vue, mon cher ami Potom. La MINUSCA aujourd'hui peut être en RCA, mais son action ne sera plus aussi mortifère qu'elle faisait avant, parce que cette mission-là est suffisamment contrôlée aujourd'hui par les FACA et par leurs alliés russes et autres. Merci beaucoup, à mon
Merci à vous. Et donc, les représentants de la MINUSCA peuvent tranquillement dépenser les 1 milliard de dollars et quelques tranquillement. Et puis voilà, on n'y peut rien finalement. Il faudrait qu'ils restent là. Et voilà. Bon, merci pour votre intervention. On va prendre d'autres appelants. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir, M. Guy Fondon. Bonsoir. Merci beaucoup. Je veux saluer tous vos invités sur le plateau. Et puis, la dame de la Centrafrique. Monsieur Fondon, votre question pour le thématique a tout de suite la réponse parce que, vous savez, il y a une confidence que j'aimerais quand même faire aux téléspectateurs. C'est la nouvelle chancellerie allemande n'est pas néolibérale comme Angela Merkel. Elle a une autre option qu'elle a adoptée et aujourd'hui, l'Allemagne se rend compte que la France l'a mis dans un guet-apens en Afrique parce que Macron et François Hollande avaient juré qu'ils allaient tirer un grand profit. Malheureusement pour eux, ils se sont leurrés sur le cas du Mali qui s'est wake up et puis sur l'arrivée de M. Touadéra qui a faussé toutes les donnes. Donc, du coup, c'est un peu chaud au niveau de l'Union européenne et l'Allemagne demande des comptes à la France actuellement où je vous parle. La deuxième chose que je veux aussi dire, c'est sur le plan géopolitique et géostratégique. M. Poutine a donné un avertissement aux Européens qu'il a des réponses techniques et des réponses militaires. C'est sous-entendu que si vous tentez quoi que ce soit pour mettre l'Ukraine dans l'Union européenne ou alors de mettre vos radars ou machin de OTAN autour, je vais vous répondre aussi de façon très technique. Et en même temps, ça lui donne le manche, comment on dit ça, le troussier pour tendre encore la main à l'Afrique parce que c'est pas qu'il se sert de l'Afrique pour attaquer l'Europe, non. Il profite de cette opportunité pour dire aux Africains, particulièrement Centrafrique, comment on appelle ça, Tchad, Mali, Burkina Faso même, que l'occasion vous est offerte aujourd'hui de pouvoir sortir des griffes de la France. Comme ce n'est pas quelque chose qu'on fait de façon brutale, on utilise la diplomatie, la géopolitique, et je crois que c'est en train de marcher. L'Union européenne enlève 40 formateurs. Ça ne veut rien dire, c'est nonsense par rapport aux 1500 militaires russes qui sont aujourd'hui en Centrafrique. Mais en même temps, qu'il y a 6 jours, ils ont dit qu'ils vont enlever les 40 formateurs, une attaque s'est produite au nord de la Centrafrique où il y a eu des morts. Vous voyez un peu comment c'est bizarre. Chaque fois qu'ils menacent de quitter les troupes, il y a automatiquement une attaque. Ça a été le cas pour le Burkina Faso, des attaques très violentes au nord du Burkina Faso. Donc, en fait, l'Union européenne cherche à justifier la présence des militaires de soi-disant Sangaris, comment on appelle ça, les militaires français là, en Centrafrique et aussi au Mali. Donc, actuellement, ils vont essayer d'utiliser le levier que la France a au sein du Conseil de sécurité pour augmenter le nombre des MINUSMA en République centrafricaine parce que ces nombres, en fait, qu'ils envoient, ce sont des pays sélectionnés qui sont à la solde des États-Unis et de l'Union européenne qui viennent et qui protègent le pillage qu'ils sont en train de faire. Mais malheureusement, je dis bien encore, unfortunately, c'est échec. Parce que, comme j'avais annoncé il y a 2 mois, je dis bientôt, très bientôt, l'Afrique francophone va être libérée parce que l'an 2022, c'est l'année de tous les events où la France va baisser les chines comme elle-même, elle a été libérée. Comment elle a été libérée des mains de l'Allemagne. Voilà, je vais m'arrêter ici. Merci beaucoup. Bye. Nous vous remercions également pour votre intervention. On va encore prendre 2 interventions avant de nous séparer pour aujourd'hui. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Afrique Média, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à nos membres du multiplex. J'aimerais intervenir sur 2 éléments qui ont soulevé ma réflexion un peu plus loin. Je me dis,
Peut-être qu'aujourd'hui, si l'Union européenne essaie de se glisser en douce des choses qui visiblement lui échappent de toute façon, c'est pour ne pas lever très haut la vague de la honte. Parce que figurez-vous, mes chères dames et messieurs, que jamais en l'histoire, en le sein de la République centrafricaine, nous n'avions recouvert 60, 90, asseyez-vous bien, accrochez-vous, 85% du territoire. Non, cela n'a jamais été possible. Alors, ils se sont mis à cette fameuse règle de la conjecture par 3. Si seulement en 6 mois ou 2 ans, on est capable de recouvrer 85% du territoire, imaginez ce qu'on fera 10 ans plus tard. Mais c'est assez simple. C'est simple, c'est trivial. Alors, pour s'éviter quelques effets ridicules, vaut mieux plier bagage maintenant. Surtout que les choses ont de mal à pire un peu partout. Moi, je crois que c'est une réaction normale. On ne peut pas leur en vouloir de cela. Et j'ose encore imaginer combien de personnes, combien de terreurs. Vous savez, parce que moi, je dis ces groupes de l'Union européenne, ce sont des terreurs. Ils sont bien au courant des attaques synchrones qui se passent sur le territoire. Ils sont au courant de toutes ces manigances-là, mais ils n'en disent rien. Alors pour moi, ce sont des terreurs. Il faut seulement s'imaginer combien de terreurs encore regorgent la Centrafrique. Combien de terreurs attendons-nous encore sortis du Mali? Mais une chose est certaine, l'ours, le grand ours est là. On peut dormir à présent. Afrique Média, le monde c'est nous. Merci pour votre intervention. Juste derrière, un autre intervenant, nous tentons de comprendre ce que vous pensez de la suspension de cette mission d'instruction de l'Union européenne auprès des forces armées centrafricaines. Rappelez que la mission était constituée donc de 70 instructeurs. Côté centrafricain, on estime, on minimise, on estime qu'il ne sera pas difficile du tout de combler cette absence. Voilà, surtout qu'on a un peu plus de 1350 instructeurs russes qui sont présents sur le territoire depuis de nombreuses années maintenant, avec les résultats que l'on connaît. Et donc, il ne sera pas difficile de trouver 70 autres supplémentaires pour pouvoir le faire. Alors, vous, quelle est votre réaction? Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Guy Fondoc. Bonsoir, je salue votre invité Christelle et les autres qui sont sur le net. Bonsoir Afrique Média, bonsoir les techniciens, bonsoir à tous ceux qui étaient liés sur Afrique Média. Guy Fondoc, soyons clairs, il y a une malhonnêteté de l'UE. Vous savez, ces pays-là qui sont en Afrique, surtout les 16 Européens, ne sont pas en Afrique pour... l'objectif n'est pas pour la sécurité des pays africains, et en particulier de celle de la RCA. C'est pour cela qu'ils justifient leurs faiblesses et leurs échecs sont justifiés pas de n'importe quoi. C'est pour nous endormir. Et nous devons le savoir. Les Africains doivent le savoir. Tous les Africains, de n'importe quel bord, ils doivent savoir que l'UE et les USA ne sont jamais en Afrique pour la paix de l'Afrique. Soyons clairs là-dessus. Si on n'est pas conscient de cela, on sera toujours manipulé. Vous savez pourquoi? Parce que dans les pays européens, ils savent lutter contre l'insécurité et puis ça marche chez eux là-bas. Dans mon pays ici en Amérique, tous les jours, on sait comment lutter pour que l'insécurité cesse. Ils le font. Mais pourquoi maintenant ils se disent qu'ils vont aller porter l'aide, soi-disant aide à l'Afrique, et ça ne marche pas depuis plus de 70 ans, 100 ans déjà. Mais les Africains doivent savoir que c'est des menteurs ces gens-là. Sincèrement, il est temps pour nous, en Afrique, partout où les Africains se trouvent, ils doivent être conscients que l'Afrique doit être libérée de ces vautours. Ils sont des menteurs, comme vous venez de le dire. L'Union, l'ONU, vous voyez comment est-ce qu'ils se partagent les butins. C'est mauvais, ce n'est pas conscient. Et on ne sait pas ce qu'ils font avec l'argent qu'ils font. Et ça va de mal en pire. Hein?
Et donc, vraiment, ils doivent dégager l'Afrique pour que les Africains choisissent ce qu'ils veulent pour les aider, pour sortir de leurs griffes, des griffes de ces charognards qui font donc. Soyons clairs. Donc, c'est une lutte de longue haleine. Nous allons continuer cette lutte, laisser cette lutte à nos enfants, partout où ils sont, sur la terre, surtout les Africains, pour que l'Afrique soit libérée. Alors, nous sommes en guerre. Que Dieu vous bénisse, sincèrement, et que la lumière divine soit sur vous. Merci, Guy Fondom. Bye. À vous. Voilà. Merci donc à vous pour votre intervention. Nous sommes arrivés au terme de cette édition. On va remercier les téléspectateurs nombreux, notamment à interagir autour de l'émission sur les réseaux sociaux. Merci à vous, Souleymane Hamza, d'avoir accepté cette invitation ce soir. Merci. Merci également. Merci également à vous, Marie. Merci d'avoir été là ce soir, une fois de plus. Merci à vous. Un mot de la fin, je ne sais pas. Et voilà, nous vous souhaitons une excellente soirée à Paris. Et, merci beaucoup. Et sur ce plateau, André-Christelle Franga, merci d'être passé une fois de plus. C'est moi qui vous remercie, Guy Fondom, en disant simplement que le président Touadéra doit justement demander à la MINUS, aux Nations Unies, de lever l'embargo simplement pour que la mission continue. Vous ne pouvez pas continuer votre mission sur notre territoire et que le pays est toujours sur embargo. C'est ça. Alors ils diront qu'eux, ils ont les armes et que vous ne devez pas encore avoir les armes d'un certain calibre parce qu'ils disent que ces armes risqueraient de se retrouver entre les mains des rebelles, même si les rebelles sont en train de disparaître. Bref, c'est un autre débat et nous y reviendrons très certainement. Allez, bien sûr, la formation est là. Les Russes ont formé justement les soldats justement pour l'utilisation des armes de nouvelle génération. Donc si c'était un problème de formation, la formation est réglée et vous savez qu'en quelques 6 mois, le problème est déjà, la rébellion a presque disparu. C'est un téléspectateur qui disait tout à l'heure là que 85% du territoire centrafricain a été récupéré grâce justement à la formation d'abord des FACA, plus l'accompagnement sur le terrain des formateurs russes. Et vous voyez que les résultats là, imaginez-vous dans 1 an ou dans 2 ans ce que va devenir la Centrafrique. D'ailleurs, Bangui, déjà, qui opère une mue profonde. On a vu avec les infrastructures, le secteur du BTP, d'ailleurs, les médias occidentaux ont relayé cette mue, justement, de la ville de Bangui, ce qui montre une reprise d'activité, donc une renaissance de la confiance. Ça, on peut en parler très très longuement. On en parlera très certainement dans d'autres éditions. Laissez-moi juste vous souhaiter une excellente soirée. On se retrouve très bientôt. Et n'oubliez pas, le journal africain, c'est dans 10 minutes avec Junior Wafo.